Bonsoir. Trump a rejeté sans attendre une invitation à témoigner lors de son procès d'impeachment. Selon lui, cette invitation est la preuve de la défaillance de leur procès. Le principal responsable de l'impeachment, le député Jamie Raskin, a envoyé une lettre à Trump le pressant de témoigner devant le Sénat, ajoutant que si Trump ne témoignait pas, ce refus serait utilisé contre lui au procès. L'équipe de défense de Trump a rejeté la lettre, disant qu'elle était juste le signe que les plaignants ne pouvaient pas prouver leurs accusations contre Trump, à savoir l'incitation à la violence au Capitole. L'équipe de défense de Trump soutient que ses paroles sont protégées par la liberté d'expression et qu'il n'a pas incité à la violence. Ce qu'ils affirment, c'est qu'il a dit des choses qui, vu les circonstances, ont conduit à la violence. Ce n'est pas un crime. C'est-à-dire que selon la Cour suprême, c'est une liberté d'expression protégée. Et donc cela crée des difficultés pour les procureurs dans ce procès. Selon Natelson, c'est peut-être pour cela que Raskin voulait que Trump témoigne parce qu'ils espèrent que Trump dira quelque chose qui comblera les failles de leur dossier. Il y a eu un débat sur la constitutionnalité du procès. 55 sénateurs ont voté que ce procès était constitutionnel, tandis que 45 sénateurs ont voté qu'il ne l'était pas. Le sénateur Lindsey Graham a déclaré à Fox News que d'autres personnes se prononceraient contre le procès, mais pas en nombre suffisant. Je pense qu'il y aura 47 ou 48 votes pour dire qu'il s'agit d'un acte inconstitutionnel, mais pas assez pour arrêter l'affaire. Quelle sera alors la prochaine étape s'il n'y a pas assez de voix pour rejeter le procès ? Si le Sénat avait décidé d'être compétent, une option pour l'ancien président Trump serait d'aller devant les tribunaux et de dire « Je veux que ces procédures de mise en accusation soient arrêtées ». Car cette Cour est en train de se réunir, sans compétence du Sénat. Je ne sais pas quand cela peut se produire, mais ce serait l'une de ces options. Ce procès sans précédent devrait débuter mardi prochain. Il pourrait être court ou s'éterniser si des témoins sont appelés. L'administration Biden aurait demandé à un fonctionnaire nommé par Trump de démissionner de son poste, sous peine d'être licencié. Celui-ci a intenté un procès pour se défendre. Roger Severino affirme avoir été informé par écrit que s'il ne démissionnait pas le 2 février avant 17h, sa nomination au Conseil prendrait fin. Il dit que la lettre provient du directeur adjoint du bureau du personnel présidentiel de la Maison-Blanche. Elle est écrite au nom du président Biden. Severino, un ancien fonctionnaire de la santé et des services sociaux, a été nommé au Conseil de la conférence administrative des États-Unis, ou ACUS, par le président Trump en août dernier, et son contrat a été renouvelé le 16 janvier. La CUS est une agence fédérale de développement des processus et des procédures administratifs. Severino affirme que cette menace de licenciement est illégale car son mandat au sein du Conseil a une durée de 3 ans conformément au Code des États-Unis. Qualifiant cette initiative de manipulation cynique, Severino affirme que l'administration Trump n'avait licencié aucun membre de l'équipe ACUS de l'ère Obama avant l'expiration de son mandat. Selon lui, c'est la première fois dans l'histoire du Conseil que ce type de situation se produit. Le procès précise que des demandes de démission similaires ont été adressées à d'autres membres du Conseil. Les services de l'ACUS n'ont pas répondu à notre demande de commentaires. Severino dit avoir demandé les raisons de l'incitation à sa démission, mais il n'a pas obtenu de réponse. Le président Biden a exposé son plan de politique étrangère américaine lors de sa première visite au département d'État. Il dit qu'il prévoit de mettre fin au soutien américain aux missions militaires au Yémen et d'accroître la sécurité de la nation dans le cyberspace. Biden affirme qu'il va relever les défis que la Chine pose à la sécurité nationale des États-Unis. Il affirme aussi que son administration va s'attaquer aux abus économiques de la Chine et contrer les attaques du régime chinois contre les droits de l'homme, mais il se dit prêt à travailler avec la Chine. Nous sommes prêts à travailler avec Pékin, quand il est dans l'intérêt de l'Amérique de le faire. Nous serons en position de force en reconstruisant mieux chez nous, en travaillant avec nos alliés et partenaires, en renouvelant notre force de guerre, notre rôle dans les institutions internationales, et en récupérant notre crédibilité et notre autorité morale. L'approche de Biden prend une tournure différente de celle de Trump qui a lancé l'idée d'un découplage complet avec la Chine. Par ailleurs, Biden a déclaré que les États-Unis offriront un refuge à ceux qui fuient la violence.
Donc aujourd'hui, j'approuve un décret pour commencer le travail difficile de restauration de notre programme d'admission des réfugiés pour aider à répondre aux besoins mondiaux sans précédent. Biden a également annoncé qu'il annulait le décret de Trump sur le retrait des troupes américaines stationnées en Allemagne. Trump avait précédemment soutenu que les alliés de l'OTAN ne dépensaient pas assez de leur propre argent pour la défense. Des milliers d'Américains ont dit au revoir au Parti républicain le 6 janvier. Un professeur de sciences politiques nous parle de la scission du Parti républicain. Suite aux événements du 6 janvier, des milliers de républicains inscrits ont changé d'affiliation dans 4 États. Plus de 4000 électeurs du vieux parti ont changé de parti au Colorado, 6000 en Caroline du Nord, plus de 7000 en Arizona et 10 000 en Pennsylvanie. La plupart ont changé pour devenir non-affiliés. Une enquête a révélé que beaucoup sont partis parce qu'ils ont estimé que le parti avait trahi l'ancien président Donald Trump. D'autres seraient partis parce qu'ils avaient honte de ce qui s'est passé au Capitole le 6 janvier. Le professeur Nicolas Giordano affirme qu'il y a une fracture au sein du parti qui est causée par les nombreuses failles de celui-ci. Je pense que nous devenons beaucoup plus idéologiques et beaucoup plus actifs politiquement, car nous voulons que nos hommes politiques fassent exactement ce que nous leur disons. Et quand ils ne le font pas, nous commençons à les considérer comme des traîtres. Ils trahissent leur parti, ils trahissent la confiance du parti, et cela devient un problème. Et alors que le vieux parti a perdu du terrain, les démocrates ont ciblé certains républicains au Congrès. La députée Cori Bush fait pression pour faire expulser plus de 100 législateurs républicains qui ont contesté les résultats des élections, bien qu'ils étaient légalement autorisés à le faire. Une autre membre du Congrès, Alexandria Ocasio-Cortez, a déclaré que le Parti républicain compte des suprémacistes blancs en son sein. Giordano a déclaré que c'est une méthode autoritaire utilisée pour éliminer l'opposition politique. Ce qui est en train de se passer est très dangereux. L'autre camp est présenté comme représentant le mal, dans le but de diaboliser l'autre parti, de le marginaliser et finalement de le réduire au silence. Et c'est ce qui me préoccupe à mesure que nous avançons. Nous avons cette définition vague, ennemi de l'intérieur. Un parti politique est désigné comme ennemi dès l'intérieur. Et c'est ce qui caractérise l'autoritarisme. La caractéristique de l'autoritarisme est que vous mettez hors la loi, vous interdisez et vous vous débarrassez de tous les partis politiques en dehors de celui qui est au pouvoir. Je suis donc très inquiet. Giordano a déclaré qu'il ne sera pas si facile pour le gouvernement américain de devenir autoritaire. Cependant, avec les intérêts de certaines entreprises, les grandes technologies, les médias grand public et un grand nombre d'Américains anti-Trump, le Parti démocrate a de bonnes chances. Le chercheur affirme que les républicains doivent déterminer où ils se situent en tant que parti. Quel sera le cadre? Quelle sera la chose qui va rassembler toutes ces coalitions, toutes ces fractions pour faire un parti entier? Parce que si le Parti républicain se divise, cela aide le Parti démocrate. Je veux dire que vous divisez le vote à ce moment-là. Donc ils doivent devenir un parti uni. Mais en plus de ça, vous avez les démocrates qui voient la faiblesse du Parti républicain. Ils constatent la division, ils constatent les luttes internes, et ils cherchent à exploiter cela à des fins politiques. Les milliers d'électeurs qui se sont désaffiliés peuvent toujours soutenir les candidats républicains et participer aux primaires du parti. Un nouveau comité d'action politique progressiste cherche à remplacer les démocrates modérés au Congrès pour faire venir des démocrates d'extrême gauche qui mettront fin à l'obstruction du Sénat et adopteront les politiques du nouveau pacte vert. Les fondateurs du comité d'action politique baptisé Pas d'excuses ont contribué à faire élire des politiciens d'extrême gauche comme Alexandria Ocasio-Cortez. Leur mission actuelle est de destituer les sénateurs démocrates Joe Manchin de Virginie de l'Ouest et Kristen Sinema de l'Arizona. Ces deux démocrates se sont rangés du côté des républicains en voulant maintenir l'obstruction au Sénat, et ont également exprimé leur volonté de travailler avec les républicains sur certaines affaires. Ils sont tous les deux rééligibles en 2024 et empêchent les démocrates d'adopter des politiques progressistes. En soutenant le maintien de l'obstruction, ils refusent aux démocrates d'extrême gauche la possibilité d'adopter facilement des changements radicaux. Une équipe d'experts de l'OMS a passé 3 heures dans un laboratoire de virologie de Wuhan. Certains soupçonnent que le virus provient de ce même laboratoire. Plus d'un an après le début de la pandémie du virus du PCC à Wuhan, en Chine, les experts de l'Organisation mondiale de la santé sont enfin autorisés à enquêter sur place. Mercredi, les experts ont été reçus dans un laboratoire qui, selon certains, serait à l'origine du virus, l'Institut de virologie de Wuhan. Nous sommes impatients de rencontrer les personnes clés et de poser toutes les questions importantes qui doivent être posées.
Les experts ont passé 3 heures à l'intérieur de la structure. La police et les agents de sécurité en civil ont empêché les journalistes de s'approcher trop près. Le laboratoire de Wuhan est dirigé par la virologiste Qi Zhengli. Elle est connue comme la femme chauve-souris de la Chine. Son équipe étudie certains des agents pathogènes les plus dangereux du monde et depuis plus de 10 ans, Qi teste comment différents coronavirus d'origine animale peuvent infecter les humains. La scientifique chinoise a rejeté la théorie selon laquelle le virus du PCC aurait fui de son laboratoire. Elle a également déclaré qu'il n'y avait aucune infection du virus parmi le personnel du laboratoire. Mais un communiqué du ministère américain des Affaires étrangères dit tout autre chose. Il précise que l'agence a reçu des informations selon lesquelles plusieurs chercheurs du laboratoire sont tombés malades à l'automne 2019, présentant des symptômes compatibles avec le virus du PCC et la grippe. Et selon les médias, le laboratoire aurait fermé en octobre 2019 pendant plus de 2 semaines en raison d'un événement dangereux. Le communiqué du ministère des Affaires étrangères indique également qu'un des virus de chauve-souris étudiés dans le laboratoire est similaire à plus de 96% au virus du PCC. Je pense que la Chine est ouverte et désireuse de travailler avec nous. Et nous le constatons tous les jours. Le docteur Peter Daszak fait partie des experts de l'OMS en séjour à Wuhan. C'est un collègue et ami de Qi Zhengli qui l'avait défendu contre les allégations de fuite de son laboratoire. Selon une chronique du média WSJ, son organisation à but non lucratif a utilisé plus de 100 millions de dollars de subventions fédérales américaines pour financer des expériences de laboratoire à l'étranger et notamment dans le laboratoire de Wuhan. Certains experts affirment que sa présence au sein de l'équipe pourrait compromettre le caractère indépendant de l'enquête de l'OMS. L'organisation a déclaré qu'il ne fallait pas se faire d'illusions sur le fait que l'équipe découvrirait l'origine du virus. Je voudrais juste mettre en garde tout le monde. La réussite dans le cas des enquêtes sur l'interface entre l'animal et l'homme ne se mesure pas nécessairement à la recherche absolue d'une source lors de la première opération. C'est une affaire compliquée. Certains scientifiques ont demandé à la Chine de publier les détails de tous les échantillons de coronavirus étudiés dans le laboratoire de Wuhan, ce que Pékin a refusé de faire. On ne sait toujours pas ce qui est arrivé à l'homme le plus riche de Chine, Jack Ma. NTD a rencontré un homme d'affaires allemand qui a passé plus de 7 ans dans une prison chinoise. Il a une idée sur ce qui serait arrivé à Jack Ma. Cette semaine, un journal chinois contrôlé par l'État et célébrant les entrepreneurs technologiques de la Chine a mis de côté son plus célèbre Jack Ma, cofondateur du géant du commerce électronique Alibaba. Les analystes y voient le signe que Pékin est toujours en désaccord avec l'homme le plus riche de Chine. Ma avait disparu pendant 3 mois après un discours critiquant les régulateurs chinois l'année dernière. Robert Rother a une idée sur ce qui a pu arriver à Ma. En 2011, alors que Rother dirigeait un site web financier prospère en Chine, il a soudainement été arrêté et emprisonné. Après cela, j'ai passé 7 années et 7 mois en détention préventive et en prison chinoise, dont 18 mois en détention sans aucune inculpation. L'inculpation a eu lieu 18 mois plus tard. Pendant tout ce temps, j'ai dû tenir plus ou moins en isolement. Et donc, je connais le jeu de la mise en scène des mensonges par le gouvernement chinois. La condamnation de Rother repose exclusivement sur des témoignages issus d'interrogatoires de police. Selon lui, certains d'entre eux étaient simplement inventés. Rother dit que dans des domaines comme la finance ou la technologie, le Parti communiste chinois travaille dur pour garder le contrôle et les hommes d'affaires qui deviennent trop indépendants et ne sont pas désireux de compromettre ou de partager certaines informations avec les autorités peuvent faire face à la colère de leurs geôliers. Quand j'étais en prison, j'ai rencontré plusieurs hommes d'affaires qui avaient aussi des entreprises fructueuses. Et dans des niches de marché où ils auraient pu développer une petite position de monopole en raison de certains renseignements. Et ces gens sont anéantis. Et puis il y a toujours des allégations de corruption ou de fraude contractuelle à leur encontre. Le mois dernier, Ma est apparu dans un message vidéo de 50 secondes. Rother pense que Ma était sur la liste de surveillance du régime pendant un certain temps. Une arrestation comme celle-là ne se fait pas du jour au lendemain. Ils la planifient très bien, et puis ils rassemblent leurs preuves, entre guillemets. Et à un moment donné, quand le moment est venu, vous vous faites prendre et vous disparaissez. Quelque chose comme ça s'est passé pour Jack Ma aussi. La Chambre des Lords du Royaume-Uni soutient une législation qui pourrait empêcher le Royaume-Uni de conclure des accords commerciaux avec certains pays en raison des violations des droits de l'homme. Cette décision intervient alors que l'oppression de la minorité ouïghour du Xinjiang par la Chine suscite de plus en plus d'inquiétudes. Un débat émouvant a animé la Chambre des Lords sur des sujets inquiétants, les crimes contre l'humanité et les génocides. Cet amendement multipartite est une tentative modeste de briser le circuit de la haine et de la violence qui autrement entraînerait davantage de souffrance pour des êtres humains innocents.
Proposé par Lord Dalton, son amendement au projet de loi sur le commerce donne aux tribunaux britanniques le pouvoir de déterminer si une nation a commis un génocide et si c'était le cas, le Parlement serait tenu de débattre de sa prochaine ligne de conduite. Dans des discours émouvants, plusieurs participants ont établi des similitudes entre les camps de concentration de l'Allemagne nazie et le traitement des musulmans ouïghours en Chine. L'accent est mis sur l'action et pas seulement sur les bonnes paroles. Souvenez-vous que tout ce qu'il faut pour que le mal triomphe, comme l'a dit Edmund Burke, c'est que les bonnes personnes se taisent. L'amendement a été adopté par la Chambre des Lords avec une majorité de 359 voix contre 188. Il sera soumis à la Chambre des communes la semaine prochaine. Nous pouvons être une force pour le bien dans le monde entier. Et j'espère que cette Assemblée permettra à la Chambre des communes d'y réfléchir correctement. Le ministre du Commerce, Lord Grimston, déclare que le commerce ne doit pas se faire au détriment des droits de l'homme, mais il ajoute que la législation comporte des problèmes. Nous devons agir sans altérer l'équilibre délicat entre la Constitution et le rôle des tribunaux, quelle que soit l'atrocité de ce problème. C'est un point de vue qui crée la frustration. Notre gouvernement prévoit que seul un tribunal peut décider d'un génocide, puis nous avons un amendement donnant à une haute cour le pouvoir d'en décider, mais le gouvernement estime que ce n'est pas efficace. Un amendement qui aurait automatiquement révoqué les accords commerciaux du Royaume-Uni avec les pays reconnus coupables de génocide n'a pas été adopté à la Chambre des communes le mois dernier, mais il était très proche de l'adoption. À cette même Chambre la semaine prochaine, le gouvernement pourrait être confronté à une défaite.